Les Vases du Cey, tome 4, le professeur François Vasse, suite. Vendredi 24 juin 2005. Après leur retrouvaille à la soirée de gala de Nantes, Éléonore avait accompagné François lors de la dernière journée de congrès. Tous les participants avaient en mémoire sa prestation de la veille. Si les hommes étaient admiratifs, certaines femmes auraient bien voulu la voir disparaître pour pouvoir tenter leur chance auprès du beau professeur Vasse. Elles avaient déjà essayé en vain et avaient compté sur la soirée de gala. Et il avait fallu que sa femme débarque. En plus, elle était sublimement belle, chantait et dansait à ravir. Elle avait en outre la réputation d'être cultivée, connaissait tous les travaux de son mari, et sa conversation était brillante. Quand elle était arrivée au bras de François, qui radiait de bonheur, elle avait remarqué certains regards plus ou moins hostiles. De fait, la légère robe portefeuille sans manches bleue, avec un imprimé floral qu'elle avait revêtu, mettait en valeur sa peau bronzée, et le chignon tressé dans lequel elle avait ramassé ses cheveux blonds rendait son port de tête encore plus altier. François avait remarqué, lui aussi, mais ces femmes étaient des inconnues pour lui. Toutefois, cela lui rappelait l'agression de Julia, et que quelqu'un puisse nuire à celle qu'il aimait l'inquiétait. Elle avait été en danger déjà plusieurs fois. Il ne supporterait pas de la perdre. Il la serra encore plus contre lui en regardant droit dans les yeux celle qui avait apparemment des vues sur lui. Pendant leur retour à Rouen, François prit connaissance des actualités. Décidément, ce premier semestre 2005 amenait de bonnes nouvelles. Après l'entrée en vigueur des accords de Kyoto visant à diminuer les gaz à effet de serre, le G8, excepté le Royaume-Uni, avait annulé la dette de 18 pays en voie de développement, dont 14 d'Afrique. Mais ce qui lui importait, c'était Éléonore. Elle avait validé haut la main tous ces modules et son mémoire semblait avoir séduit tant à l'écrit qu'à l'argumentation orale. Il resterait ensuite l'attribution des postes vacants pour les candidats issus du CHU, ce qui était le cas d'Éléonore. Pendant tout ce temps, les travaux dans l'appartement de Mont-Saint-Aignan avaient avancé. Leur futur logement avait été complètement réaménagé avec l'aide d'un architecte d'intérieur. Ils allaient disposer d'une suite parentale avec sa salle de bain, de 2 chambres pour les enfants avec une salle de bain commune et une chambre d'amis avec salle d'eau, un bureau et un grand séjour avec une cuisine ouverte ainsi qu'une buanderie et un cellier. Ils allaient bientôt pouvoir déménager et ils avaient déjà un repreneur pour leur appartement de la rue de Leucas. Steph. Il serait ainsi tout près de son lieu de travail. Les étudiants cadres attendaient tous l'affichage de leurs résultats. Éléonore se douta que François approchait, sans avoir à se retourner, rien qu'à la lueur qui s'était allumée dans le regard de certaines de ses collègues féminines. Elle était debout, juste à l'entrée du couloir d'entrée à l'IFCS, et sentit son parfum, quand il arriva près d'elle et l'enlaça en lui déposant un baiser sur la tempe. « Toujours rien d'affiché ?» lui demanda-t-il. « Non. Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Je donnais un cours à l'IFSI de 14h à 15h30. Donc maintenant, je peux rester avec toi, répondit-il en lui prenant les lèvres. Et après, je t'enlève. Tu ne veux pas qu'on sorte un peu dehors? Il fait une de ces chaleurs ici. Tu sais, dehors, il fait 30 degrés, et il n'y a pas un poil de vent. C'est vrai, mais ici, il fait plus. Ils sortirent après qu'Éléonore eut demandé à une de ses collègues de l'avertir si les résultats venaient à être affichés. Elle portait une courte robe d'été avec un imprimé floral turquoise, mettant en valeur sa taille fine et le bronzage acquis à Ischia. Ses cheveux étaient relevés en une queue de cheval haute. Quand ils furent dehors, François ne put s'empêcher de l'enlacer pour l'embrasser langoureusement. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne s'aperçurent pas que des étudiants sortaient pour une pause cigarette. Parmi eux, certaines étudiantes avaient flashé sur le séduisant médecin qui leur avait fait cours et ne s'en étaient pas cachées. Leurs camarades ne se privèrent pas pour leur faire remarquer que le beau professeur Vasse semblait déjà pris, et qu'elle n'avait aucune chance vu la bombe qu'il était en train de galocher. Les propos finirent par arriver à l'oreille des 2 amoureux qui s'écartèrent et faillirent éclater de rire. François reprit Éléonore par la main pour rentrer dans l'IFSI et ne put s'empêcher de dire en passant aux étudiants avec son sourire le plus charmeur « Eh oui, désolé, je suis pris, et cette bombe est ma femme. » Ils arrivèrent pile au moment où les résultats tombaient.
Quand ils purent approcher du panneau d'affichage, Éléonore vit son nom parmi les candidats admis. Ils sortirent de Livesey enlacés. « Je suis ravie d'être enfin en vacances. Je vais pouvoir te faire visiter tous les endroits que j'aime à New York. En attendant de nous retrouver dans ta grosse pomme, je t'enlève pour le week-end. Et où m'emmènes-tu maintenant ? En Irlande, à Dublin, pour tout le week-end, rien que nous deux. Pour apprendre les danses traditionnelles et faire l'amour tout le reste du temps. Et les enfants ? Chez mes parents. » Elle lui sauta au cou. Il ne put que la réceptionner et la faire basculer en un porté improvisé avant de l'embrasser de nouveau avec fougue sous les yeux étonnés des étudiants encore présents. « Bon sang, ils sont chauds bouillants tous les deux, constata l'un d'entre eux. Dimanche 26 juin 2005. Leur avion avait décollé de Beauvais à 22h30. Ils avaient donc eu le temps de faire un câlin avant de mettre des vêtements de rechange dans une seule valise cabine pour deux. La ville de Dublin était très conviviale, avec une ambiance chaleureuse, des pubs et une vie nocturne animée. Ils eurent la surprise de découvrir des rues et des ruelles pleines de bâtiments artistiques, historiques et colorés, le tout entouré de montagnes concentrées de chaque côté d'une rivière et bordées d'une magnifique baie. François avait réservé dans un hôtel proche de la cathédrale Christ Church, et malgré l'heure tardive de leur arrivée, ils avaient aussitôt mis en application le deuxième objectif qu'avait proposé François pour leur séjour. Le samedi matin, ils s'étaient habillés légèrement. Éléonore portait un débardeur court blanc et une courte jupe volantée à imprimé floral vert et blanc qui mettait en valeur sa mince silhouette et son hâle. François était en jean et t-shirt. Le couple, si bien assorti, faisait se retourner les passants. Ils avaient commencé leur visite par la cathédrale proche de l'hôtel et s'étaient rendus en bus à la prison Kilmainham qu'Éléonore, passionnée d'histoire, souhaitait voir. La majorité des grands hommes qui avaient marqué l'histoire du pays y avaient séjourné. Effectivement, la visite valait le détour et ne laissait pas indifférents. Ils étaient ensuite revenus vers le centre pour visiter la cathédrale Saint-Patrick à 7 minutes de leur hôtel, après avoir traversé St. Patrick's Park. Par une rue proche, ils arrivèrent à la cathédrale Christ Church. Ils avaient eu un petit creux et étaient allés dans un restaurant de Temple Bar pour manger des plats irlandais. Ce quartier concentrait un nombre impressionnant de pubs à la mode, de restaurants branchés, de galeries d'art avant-gardistes, de centres d'exposition et de divers lieux culturels très animés, dans des rues étroites et tortueuses où il faisait bon flâner. Après avoir parcouru quelques-unes des rues commerçantes sur la rive nord de la Liffey, dont Grafton Street, les boutiques n'étant pas vraiment leur fort, ils avaient choisi de rentrer tôt à l'hôtel pour poursuivre l'application du deuxième objectif, en attendant de pouvoir mettre à exécution le premier. François avait réservé pour la soirée dans un établissement de Temple Bar, proposant le dîner et de la danse irlandaise. Le couple y trouva une ambiance chaleureuse et s'en donna à cœur joie sur les danses traditionnelles. L'établissement fermant à 22h, ils eurent encore le temps d'aller dans un pub écouter de la musique jusqu'à la fermeture à 23h30. C'est au lit qu'ils finirent leur soirée. Ils se jetèrent l'un sur l'autre, s'embrassant à pleine bouche, se caressant, avant de se déshabiller à la hâte, semant leurs vêtements entre l'entrée de la chambre et le lit. Lorsqu'ils y arrivèrent, Éléonore ne portait plus qu'une culotte brésilienne et son soutien-gorge. François se plaça derrière elle pour dégrafer le soutien-gorge, effleurant de ses lèvres le cou, puis le dos et la chute de rein de sa compagne, afin de lui ôter le bas. Il ne put résister à la vue des fesses fermes d'Éléonore, et à genoux derrière elle, il s'enfonça aussitôt en elle. Quand il la pénétra, Éléonore se mit à gémir, et quand il entra de nouveau en elle après s'être retirée, elle se colla à lui. Une exquise sensation de chaleur traversa tout son corps. Elle se redressa et remua son bassin au même rythme que François, avec des cris de plaisir. « Éléonore, oh Éléonore, mon amour !» cria François sans interrompre son mouvement de va-et-vient. Il la prit par les hanches et l'attira contre lui. Elle vint à sa rencontre au moment où il s'engouffrait de nouveau en elle avec un frisson de plaisir. Ils restèrent ainsi, tremblants tous les deux, un certain temps. François se coucha sur le côté, entraînant sa femme avec lui, et ils restèrent allongés sans bouger quelques minutes. Puis le médecin se redressa, s'appuyant sur son coude, et contempla le corps d'Éléonore en effleurant ses courbes.
et ses caresses réveillèrent leur désir à tous deux. La jeune femme roula sur le dos. Il se pencha pour prendre un mamelon entre ses lèvres. Elle se pressa contre lui. Il sentit son désir monter et ses mains descendirent rapidement jusqu'à ses hanches et ses fesses. Au moment où il effleura la cuisse de la jeune femme, il la sentit s'ouvrir à lui, et son désir devint si puissant qu'il aurait pu la pénétrer tout de suite, mais cette fois il ne voulait pas se précipiter. Il précisa ses caresses, entendit la respiration d'Éléonore devenir plus rapide, la sentit arquer le dos. « Comme j'ai envie d'elle, se dit-il. » Mais il se maîtrisa. Ses lèvres délaissèrent le mamelon de la jeune femme pour sa bouche, qu'il explora avec sa langue. Il s'écarta un instant afin de pouvoir résister encore un peu, tout en faisant monter encore son désir à elle, et contempla son ravissant visage. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, il l'embrassa, puis laissa glisser sa langue du cou jusqu'à ses seins, qu'il saisit dans ses mains. Éléonore gémissait doucement sous la caresse de cette bouche qui descendit vers son ventre et poursuivit sa descente. Elle se tendit vers lui, dont la langue pénétra son intimité. Le corps d'Éléonore se tordait dans tous les sens. « Oh mon amour, viens, je t'en supplie, viens vite. Je veux te sentir en moi. » Il céda à sa demande avec fougue. Il n'aurait pas pu tenir plus longtemps. Il sentait la légère pression des muscles d'Éléonore qui accentuait la caresse à chaque va-et-vient sur toute la longueur de son membre viril. Ils atteignirent l'orgasme en même temps et restèrent ainsi sans bouger, soudés l'un à l'autre. Ce dimanche, ils avaient un peu traîné au lit, puis ils avaient quand même fini par sortir. Habillés légèrement comme la veille, François cette fois en beige et Éléonore dans une longue robe fluide orange décolletée, avec de fines bretelles laissant son dos nu. Ils traversèrent l'allée Fée qui séparait la ville en deux parties pour visiter le Trinity College, l'un des symboles de Dublin et l'une des universités les plus anciennes au monde, où se trouvait le précieux livre d'Irlande, le livre de Kells, qu'Éléonore voulait absolument voir. C'est peut-être le livre le plus précieux d'Europe et même du monde. Tu imagines? Il s'agit du Nouveau Testament écrit en latin par des moines au 8e siècle. Il est vraiment unique par son âge, mais aussi par ses calligraphies, la beauté des lettrines, avait déclaré la jeune femme à François. « J'imagine très bien, répondit-il en l'embrassant. Il était toujours amusé par cet enthousiasme qui illuminait son ravissant visage. « Tu ne sais peut-être pas, mon amour, ajouta-t-il, mais la cloche de la tour des bâtiments qui abritait les étudiants était réputée sonner lorsqu'une jeune fille vierge passait dessous. Je te vois venir. Elle n'a pas sonné quand je suis passée, c'est ça? J'aurais dû venir avant de te connaître, répondit-elle du tac au tac en l'enlaçant. Elle avait été tout aussi enthousiasmée par la bibliothèque, la Old Library, une des plus impressionnantes du monde. François, lui, n'avait pas manqué la harpe sur la droite en entrant dans la galerie, l'une des plus anciennes d'Irlande, celle qu'on trouve sur les pièces de 1 et 2 euros irlandaises. Il avait aussi remarqué l'affiche de la proclamation de la République d'Irlande en 1916, l'une des 7 dernières affiches originales. « Il faudra que je te fasse visiter Coimbra. La bibliothèque de l'université est splendide. »« C'est une bonne idée de vacances, le Portugal, » répondit François. « Je prends note. En fait, il y a plein d'endroits où j'aimerais t'emmener. »« Tu connais mon endroit préféré ?»« Je crois savoir, » dit-il en la serrant contre lui. « En plus, c'est très économique. Pas besoin d'avion pour décoller. » Ils avaient ensuite pris Nassau Street, avec ses boutiques chics de pulls et de costumes en tweed, et continué jusqu'à Merrion Square, l'un des parcs les plus animés du centre de la ville, dans lequel se trouve la statue d'Oscar Wilde, mais aussi parc romantique et un bel exemple de place géorgienne. Ils continuèrent leur visite par un autre parc, St. Stephen's Green, le havre de paix des étudiants du Trinity College. Les deux amoureux s'y promenèrent main dans la main, dans les petites allées entre les parterres de fleurs, les pelouses et les canards. Ils y tombèrent sur un concert. Ils eurent en revanche du mal à trouver un coin tranquille où s'embrasser et se caresser. Prévoyant, François avait préféré réserver une nuit supplémentaire, quitte à ne pas l'utiliser entièrement. Ils purent ainsi rentrer satisfaire leurs désirs dans leur chambre d'hôtel avant de dîner tôt. Leur avion de retour décollait à 22h25. Samedi 2 juillet 2005. Toute la semaine, Éléonore avait passé ses soirées au studio de danse
pour les répétitions du spectacle de fin d'année. Elle avait créé les chorégraphies, mais cette fois, Steph, Claudia et les autres profs devraient se débrouiller sans elle. Elle avait notamment créé des chorégraphies pour un solo sur You're Beautiful de James Blunt et pour les groupes sur Get the Party Started de Pink pour les adultes, Pond de Replay de Rihanna pour les ados du modern jazz et Hollaback Girl de Gwen Stefani pour les moyennes. Elles avaient été travaillées tout au long de l'année, donc les élèves et leurs professeurs seraient prêts pour le spectacle. Le 1er juillet, toute la petite famille Vasse avait décollé de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 14h30 pour New York. Pour une fois, c'est Wilson qui les accueillait. Il était venu les chercher à JFK à 17h, heure locale. Il était 23h à Rouen. Pour Éléonore, c'était l'occasion de redécouvrir la grosse pomme qu'elle avait connue avec les 2 tours du World Trade Center. Elle allait retrouver la 9e avenue où elle avait résidé, mais la ville avait changé. Pour François, New York était une découverte. Ils allaient passer aux USA le 4 juillet, Independence Day et fête nationale du pays, mais également le 14 juillet, leur fête nationale à eux. L'appartement d'Alan Wilson était en plein centre de New York, un des endroits les plus chics de la ville, non loin de Central Park et de l'Empire State Building. Il se trouvait pratiquement à l'angle de la 9e avenue et de la 56e Ouest, juste en face de Ballsley Park, à 2 minutes à pied des studios Haley. Wilson n'avait pas résisté à l'envie d'emmener ses amis dès le samedi matin au studio Haley, où il avait ses entrées depuis qu'il travaillait sur son projet de livre sur les danseurs. Éléonore connaissait June Johnson, la directrice artistique qui avait remplacé Alvin Ailey à sa mort en décembre 1989. Elle avait été l'interprète vedette de la troupe à partir de 1965 et avait même créé sa propre compagnie avant de devenir directrice artistique en 1989. Elle était donc déjà directrice lorsqu'Éléonore avait intégré la compagnie et Makoto Shimada était le directeur artistique associé. Éléonore fut surprise que la directrice artistique la reconnaisse. Il est vrai que la majorité des danseurs étaient d'origine afro-américaine. La jeune femme, européenne et blonde comme les blés, ne pouvait passer inaperçue. Elle lui présenta donc sa famille et June Johnson la convia à venir le 5 juillet pour participer à une répétition. « Tu danses toujours, n'est-ce pas ? Même si tu n'es plus professionnelle, je suis sûre que tu vas arriver à suivre. Ça fait quand même 13 ans que j'ai quitté le circuit. Je danse toujours, oui, mais à ce niveau, je n'en suis pas certaine. Et puis, j'ai 33 ans maintenant. Foutaise, nous verrons mardi. » À la sortie, Wilson se frottait les mains. Il allait sûrement faire de très belles photos. « Tu es content de toi, j'imagine. C'est toi qui lui as demandé de me faire venir une répétition ? » ?»« Absolument pas. Je n'étais même pas sûre qu'elle se rappelle de toi. Mais manifestement, elle ne t'a pas oublié. C'est son idée à elle. Je suis content parce qu'une danseuse blanche européenne, parmi tous ces danseurs afro-américains, ça va faire de belles photos. Et j'aimerais faire le même genre de photos à l'Opéra de Paris, parce que là-bas, c'est exactement l'inverse. Effectivement, dit Éléonore avec un sourire. L'après-midi, Éléonore emmena sa petite famille voir les incontournables de Midtown. Ils avaient loué pour la durée du séjour une poussette pour jumeaux, car il était impossible de demander à Lisa, du haut de ses 4 ans, de marcher autant que ses parents, et Alexandre devenait lourd à porter. La jeune femme commença par Grand Central Terminal, à une petite demi-heure de marche en passant par Broadway. Elle voulait juste faire une petite halte dans l'une des gares les plus célèbres du pays pour montrer à François l'un des plus impressionnants halls de gare du monde et admirer son architecture. Elle l'entraîna à un emplacement qu'elle lui avait annoncé comme particulier, au cœur de la gare, au niveau du dining concourse, à la hauteur des restaurants, où il y avait une grande voûte supportée par 2 arches. « Tu restes là avec les enfants, surtout ne bouge pas. » Elle traversa alors le couloir en diagonale et se positionna sous l'un des piliers de la voûte. « Je t'aime, mon amour, chuchota-t-elle. Elle le vit sourire et retraversa le couloir pour se blottir dans ses bras. « Moi aussi je t'aime, dit-il en l'embrassant. Cet endroit est très surprenant avec cette acoustique particulière. J'en avais entendu parler, mais l'expérimenter, c'est bluffant. Eh oui, c'est la magie de la Whispering Gallery. » Ils ressortirent de la gare
et passèrent à proximité du Chrysler Building, le gratte-ciel le plus haut du monde pendant la première année de son existence. « Je le préfère à l'Empire State, dit Éléonore, même s'il est moins haut. J'aime son architecture art déco. Il reste quand même un des plus hauts édifices de New York. Il ne se visite pas, mais je vais quand même te montrer quelque chose. » Ils pouvaient en effet accéder à la réception et contempler la fantastique décoration art déco du hall. Éléonore leur fit poursuivre leur promenade par le Rockefeller Center, à 10 minutes de marche, en plein cœur de Manhattan. L'architecture de cet immense complexe, accueillant différents bâtiments de style art déco, apparut fascinante à François, ainsi que l'ambiance qui y régnait tout au long de l'année. « Tu veux voir une des plus belles vues de la Grosse Pomme ?»« Puisque tu le proposes, oui, évidemment, du moment que c'est avec toi. » Ils pénétrèrent dans le Comcast Building et montèrent au 70e étage du gratte-ciel, où se trouve le belvédère Top on the Rock, d'où les vues sur Central Park et l'Empire State valaient le détour. Ils restèrent un moment enlacés à admirer le panorama. Ils s'arrachèrent à leur contemplation pour redescendre et emprunter la Fifth Avenue, appelée aussi l'avenue des millionnaires, après une vingtaine de minutes de marche. Ils arpentèrent une partie de la plus célèbre et l'une des principales artères de la ville qui traverse Manhattan du nord au sud. La zone commerciale la plus importante de la Fifth Avenue se situait près de Central Park, avec les principaux grands magasins tels qu'Armani ou Cartier. Mais l'enseigne la plus célèbre, située près de Central Park, restait Apple, pour son design et ses avantages, puisque la marque mettait à disposition des touristes des ordinateurs avec connexion gratuite à Internet. Ils poussèrent jusqu'à la cathédrale Saint-Patrick, qui, bien que sobre, valait quand même le déplacement tant elle était lumineuse, resplendissante à l'intérieur et à l'extérieur. Ils continuèrent leur parcours en passant devant le Plaza Hotel, le MoMA et la New York Public Library. Si ça t'intéresse, nous pourrons visiter le MoMA un autre jour. Aujourd'hui, avec la New York Public Library, je pense que ça suffira, à moins que tu n'aies pas envie de visiter la bibliothèque. Je ne suis pas franchement branché art moderne, répondit François. Donc, le MoMA, non. En revanche, je suis intéressé par la New York Public Library. Ce qu'on en voit dans les films m'a toujours interpellé. Ok, en revanche, avant d'y aller, si on s'arrêtait un peu dans Bryant Park pour une petite pause. Je ne demande pas mieux. Il y a des tables, des chaises et des food trucks tout autour. Je pense que les enfants n'auront rien contre un petit encas et nous aussi. Il y a même des projections de films gratuites. Ici, en décembre, il y a un marché de Noël, un sapin immense et une patinoire. Le couple paraissa un peu après avoir donné leur goûter aux enfants. Puis ils se dirigèrent vers la bibliothèque toute proche. Sur le parvis, ils furent accueillis par les deux lions, Patience et Fortitude, symboles de la bibliothèque. L'entrée y était gratuite. Les enfants s'étaient endormis, donc le silence était assuré. Dès les premières minutes, François comprit rapidement que la New York Public Library représentait tout à fait le gigantisme et la démesure de New York. La bibliothèque était immense, étincelante, grouillante, un véritable mini-concentré de la ville en un peu plus silencieux. Ce n'était pas pour rien qu'elle était la 3e plus grande bibliothèque du monde, derrière la bibliothèque du Congrès de Washington et la British Library de Londres, avec ses plus de 10 mètres de hauteur sous ses plafonds, ses arches sculptées et ses 3 étages. Il était possible de se déplacer librement à l'intérieur et d'entrer dans un grand nombre de salles. Au premier étage, ils accédèrent au Astor Hall, le hall d'entrée principal de la bibliothèque, qui donnait directement sur la Fifth Avenue. L'intérieur de la bibliothèque, presque intégralement constitué de marbre blanc, était somptueux. La salle des périodiques de Whit Wallace était plus petite, mais les plafonds et les murs accueillaient de très belles peintures. La Jill Cupin Rose Gallery, au second étage, présentait des expositions temporaires sur l'histoire de la bibliothèque. De nombreuses petites pièces donnaient sur cette galerie, mais n'étaient pas accessibles du fait de la présence de nombreux utilisateurs et surtout de l'espace restreint. Mais le clou de la visite se trouvait au 3e étage, avec la rotonde McGraw et ses superbes peintures et boiseries, ainsi qu'avec la Bill Blass Public Catalogue Room, autre jolie pièce qui permettait d'accéder à la salle la plus célèbre de la bibliothèque, la Rose Main Reading Room. Cette dernière
La plus vaste salle de la bibliothèque était une salle de lecture de plus de 90 mètres de long, impressionnante par ses dimensions et son esthétique. Comment ne pas avoir envie de venir y travailler pendant des heures? Après la visite de la New York Public Library, ils prirent le chemin du retour vers l'appartement de Wilson en passant par Times Square. L'endroit était bondé, comme toujours. Si tu veux voir Times Square avec moins de monde, il faudra venir entre 2 et 3 heures du matin. De toute façon, il faut y venir de nuit au moins une fois pour ces milliers d'illuminations et ces énormes panneaux publicitaires. Pas très écolo, je te l'accorde. Mais à voir. Ici, tout est dans la démesure. Mais je te préviens, il y a toujours autant de monde. À Times Square, il y a des bars, des restaurants, des théâtres, des musées et de l'ambiance. Beaucoup d'ambiance. En même temps, nous logeons à un quart d'heure. Les deux enfants s'étaient réveillés, mais ils étaient happés par tout ce qu'ils voyaient, notamment les pseudo-personnages Marvel ou Disney. Mais Éléonore préféra vite quitter cet endroit bondé. « Je me trompe ou tu as envie de calme ?»« Tu ne te trompes pas. L'afflux de tant de monde dans la rue m'oppresse parfois. Tu comprends maintenant pourquoi j'aime tant ma montagne ?» Ils rentrèrent tranquillement à l'appartement de leur ami Wilson. Pendant que François s'occupait du bain des enfants, Éléonore prépara le repas. Dimanche 3 juillet 2005. Central Park n'était qu'à 11 minutes à pied de l'appartement, et c'est tout naturellement que la famille alla s'y promener. Ils y accédèrent par l'entrée de West Street et empruntèrent le Mall, la grande avenue piétonne bordée par les arbres emblématiques du parc. Ils firent une halte à Sheep Meadows. Comme tous les week-ends, lorsqu'il faisait beau, il y avait une foule de New-Yorkais venus étendre leurs serviettes sur les pelouses et prendre le soleil. Ils reprirent leur flânerie sur le Mall. Si tu veux t'amuser, passe en revue les bancs. Ils ont chacun une petite plaque personnalisée. Certaines citations valent le coup d'œil. Suivi par Lisa, François découvrit des déclarations d'amour à la ville, comme ce « Manhattan, nous sommes venus, nous t'avons vu, nous sommes tombés amoureux ». Il y avait aussi des messages entre amoureux, comme « Tony, que tu gagnes, que tu perdes, ou même que tu me quittes, tu auras toujours mon amour, Karen ». Ou à plusieurs destinataires, ainsi « À toutes mes petites copines qui viennent au parc, je vous aime ». À l'inverse, certaines plaques rappelaient des tragédies. En souvenir d'oncle Josh, avec tout notre amour, 11 septembre 2001. D'autres messages étaient incompréhensibles, comme Rose, R minuscule, OZ majuscule, ou S1139 VMTI 1988. Éléonore s'assit sur un des bancs avec Lisa sur les genoux et saisit la main de François pour qu'il s'installe à côté d'elle. Elle se blottit contre lui et resta un moment silencieuse. « Il y a une histoire derrière chacune de ces plaques, dit-elle au bout d'un moment. Tout a commencé en 1986. À l'époque, New York n'était pas aussi florisante qu'aujourd'hui. Pour que Central Park ne se transforme pas en coupe-gorge ou en décharge, un groupe de femmes amoureuses de ce lieu a fondé le Women's Committee of the Central Park Conservancy pour récolter de l'argent en vue de refaire du parc un endroit sûr, propre et joli. Ensemble, elles ont eu l'idée géniale de proposer aux visiteurs d'adopter un banc. Pour 10 000 $, tu peux faire poser une plaque sur le banc de ton choix, sauf s'il est déjà adopté, et tu es libre d'écrire ce que tu veux, tant qu'il ne s'agit pas d'insultes ou de publicité. Enfin, le texte ne doit pas dépasser 4 lignes de 30 caractères chacune. L'idée de départ était de créer un fonds permanent pour entretenir et financer les bancs de Central Park et des alentours. Que peut bien vouloir dire Rose ? Il s'agit peut-être d'un code secret entre deux personnes. En tout cas, cela voulait dire quelque chose pour la personne qui a créé ce message. Même l'agent qui s'occupe de cet immense parc de 341 hectares depuis 1985, qui repeint, répare et entretient les plus de 9000 bancs du parc, n'en sait pas plus. C'est lui qui visse ces petits morceaux de fer gravés de quelques mots. Chaque banc raconte un souvenir secret. Et cet agent, il travaille toujours ici ? Oui, je pense. Il devait avoir une 30aine d'années quand j'ai vécu ici, donc il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite. C'est lui qui m'avait raconté l'histoire. Il s'appelle Louis Young. Peut-être allons-nous le croiser. Au nord du Mall,
ils débouchèrent devant la monumentale fontaine de Bethesda, la plus belle fontaine de Central Park, sur l'esplanade qui s'ouvrait sur le lac. Il y avait déjà quelques barques sur le plan d'eau. La petite famille Vass suivit les bords du lac vers l'ouest jusqu'à l'emblématique Bow Bridge, un des lieux les plus romantiques du parc. En longeant le lac, ils arrivèrent dans Strawberry Fields, un petit endroit boisé, très paisible, qui, depuis 1985, abrite un mémorial en l'honneur de John Lennon, assassiné en 1980 devant l'entrée du Dakota Building tout proche. C'est cette partie du parc qui a inspiré la chanson Strawberry Fields Forever des Beatles, demanda François. C'est drôle que tu poses cette question. Je me suis posé la même en 91 quand j'ai découvert cet endroit. J'ai donc cherché la réponse. En fait, c'est Lennon qui a écrit cette chanson en 66 et elle évoque la nostalgie de l'enfance. Strawberry Field était un orphelinat avec des jardins et des bois à Liverpool et c'était devenu son lieu d'escapade favori lorsqu'il était gosse. Il s'y laissait aller à ses rêves d'enfant perché dans un arbre. Cette chanson parle du voyage d'une personne pour se trouver, car rien n'est jamais vraiment réel ou certain. L'ambiance surréaliste et psychédélique de la chanson est augmentée par les violons, les cymbales inversées, le jeu de batterie halluciné de Ringo Starr et l'étrange son du mélotron, sans oublier la voix magique de Lennon. Cet ensemble aurait, paraît-il, l'effet d'un trip au LSD. Cet endroit de Central Park, Strawberry Fields, est un hommage à Lennon. Et l'entrée du mémorial se situe à la hauteur de la 72e rue, juste en face du Dakota Building où Lennon résidait et devant lequel il a été assassiné le 8 décembre 1980. Le mémorial avait la forme d'un triangle dont le cœur était constitué d'un symbole de paix en mosaïque avec le mot « Imagine », titre de la plus fameuse chanson du chanteur et musicien. Ce sont des artisans de Naples qui ont réalisé cette mosaïque, précisa la jeune femme. Elle a été inspirée par la tête de Méduse, une magnifique mosaïque qui ornait le sol d'une domus de Pompéi, et la municipalité de Naples l'a donnée au conseil municipal de New York. Ils prirent leur temps et flânèrent dans The Ramble, une zone boisée à la topographie accidentée, un des endroits les plus sauvages du parc, qui leur donnait l'impression de se promener en pleine forêt, et pourtant ils étaient au cœur de Manhattan. En obliquant vers l'est du parc, au niveau de la 75e rue, ils découvrirent l'une des sculptures les plus étonnantes de Central Park, Alice au pays des merveilles. Juste en face de la sculpture, il y avait le plan d'eau de Conservatory Water, un mini-lac réservé aux maquettes de bateaux. Ils restèrent un moment à regarder évoluer les navires avec les enfants. Un peu plus loin se trouvait une reproduction de château médiéval. J'adore cet endroit de Central Park, parce que ce château en plein New York, le Belvedere Castle, c'est complètement surréaliste. Pour être surréaliste, ça l'est. Viens voir. Ce qui est dommage, c'est qu'à cette heure, nous allons avoir le soleil face à nous. Elle entraîna Marie et enfant vers le Belvédère, qui offrait une vue superbe sur l'étang des Tortues en contrebas, le parc et les immeubles de l'Upper East Side. Au nord du Belvedere Castle, ils arrivèrent au Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, qui était le plus grand plan d'eau de Central Park. Contrairement au lac proche de la Bethesda Fountain, il n'y avait pas de barque sur l'eau, car le réservoir est utilisé pour alimenter deux autres lacs de Central Park, The Pool et la Harlem Mere, le lac situé tout au nord du parc. Cette vue sur l'eau et les buildings doit faire le bonheur des photographes, dit François. Certainement. Il fait aussi le bonheur des cinéphiles, car il apparaît dans bon nombre de films comme Marathon Man. Ils revinrent sur leurs pas pour visiter le Met, le plus grand musée de New York. Éléonore avait réservé leurs billets et ils n'allaient voir que les salles qu'ils avaient ciblées ensemble, selon leur centre d'intérêt. Ils avaient jeté leur dévolu sur les salles de l'art égyptien, de l'art grec et romain, de l'art contemporain et de l'art européen, ainsi que sur la salle de photographie consacrée à des expositions temporaires. Les enfants avaient été vraiment adorables pendant la visite du Met. Pas un cri, pas de pleurs. Éléonore et François avaient géré leur visite de manière à ce qu'elle ne soit pas trop longue pour eux. En outre, il faisait une chaleur caniculaire et finalement, visiter les musées était une bonne solution pour rester au frais. Ils allèrent déjeuner dans un restaurant proche du lac qui servait de la cuisine européenne. Ils consacrèrent le début de l'après-midi au musée d'histoire naturelle. Là encore,
Leurs billets étaient déjà réservés et ils avaient repéré ce qu'ils voulaient voir. La plus grande météorite retrouvée aux États-Unis, qui pèse plus de 15 tonnes, la baleine bleue la plus célèbre du monde, suspendue au plafond dans le Milstein Hall of Ocean Life, la salle Akeley Hall of African Mammals and Birds of the World, avec son exposition unique d'animaux du continent africain et des oiseaux du monde entier, la célèbre Star of India, le plus gros saphir du monde, avec 563 carats, et les salles consacrées aux fossiles avec des squelettes de dinosaures, vraiment très impressionnants. Avant la fin de la visite, les deux enfants s'étaient endormis. Ils remontèrent la 67e ouest pour observer les immeubles de briques rouges du début du XXe siècle et étaient rentrés pour le goûter des enfants.